Un seul panneau solaire, ce rectangle d'apparence simple et discrète, peut générer suffisamment d'énergie pour alimenter une télévision pendant des heures ou charger des dizaines de téléphones portables, et il le fait sans une seule pièce mobile, sans carburant, sans émission. Chaque jour, sur les toits de millions de foyers, sur de vastes étendues de terrain dans de gigantesques fermes solares, ou même dans l'espace lointain propulsant des vaisseaux voyageant vers d'autres planètes, cet objet silencieux et statique réalise une prouesse que semble presque invraisemblable. Il convertit la lumière directe du Soleil en un courant électrique constant et utilisable. Mais comment est-il possible qu'un objet fait de matériaux aussi courants que le sable déchaîne un tel torrent d'électricité en recevant simplement un rayon de soleil? C'est un mystère que nous déconstruirons couche par couche, révélant la science étonnante derrière ce que beaucoup tiennent pour acquis. Pour comprendre cette magie moderne, nous devons remonter du flux d'électrons qui alimentent nos appareils jusqu'au moment même où un photon de lumière frappe la surface d'un panneau. Le principe fondamental qui permet cette transformation s'appelle l'effet photovoltaïque. Ce n'est pas une invention humaine, mais un phénomène naturel, découvert par le physicien français Edmond Becquerel en 1839. Il observa que certains matériaux généraient un petit courant électrique lorsqu'ils étaient exposés à la lumière. Mais la question est, comment la lumière, qui n'a pas de masse et voyage à des vitesses étonnantes, parvient-elle à arracher des électrons d'un matériau et à les mettre en mouvement de manière ordonnée, créant ainsi de l'électricité? La clé réside dans les matériaux spécifiques qui composent ces cellules photovoltaïques. Dans leur immense majorité, le principal protagoniste est le silicium, un élément étonnamment abondant dans la croûte terrestre, le deuxième plus abondant après l'oxygène, formant une grande partie du sable et du quartz. Le silicium est un semi-conducteur, ce qui signifie que sa capacité à conduire l'électricité n'est ni aussi bonne que celle d'un métal, ni aussi mauvaise que celle d'un isolant. Sa conductivité peut être contrôlée et manipulée, et c'est là que réside son immense valeur. Un atome de silicium pur possède 4 électrons de valence, ceux qui se trouvent dans son orbite la plus externe et qui participent aux liaisons chimiques. Dans une structure cristalline de silicium pur, chaque atome partage ses 4 électrons avec 4 autres atomes voisins formant de fortes liaisons covalentes. Cela fait que le silicium pur n'est pas un bon conducteur, car ses électrons sont fermement liés. Pour que le silicium devienne utile dans la production d'électricité, nous devons le modifier subtilement dans un processus appelé dopage. C'est l'étape cruciale qui crée la véritable merveille. Imaginez que nous prenons 2 très fines couches de silicium pur. L'une d'elles, nous la dopons avec un élément ayant 5 électrons de valence, comme le phosphore ou l'arsenic. Quand un atome de phosphore remplace un atome de silicium dans le réseau cristallin, 4 de ces électrons forment des liaisons avec les silices voisines, mais le 5e électron reste en surplus, moins fortement lié. Cette couche est connue sous le nom de silicium de type N, où le N signifie négatif, en raison de la présence de ces électrons supplémentaires et facilement disponibles. L'autre couche de silicium, nous la dopons avec un élément ayant seulement 3 électrons de valence, comme le bore. Quand un atome de bore s'incorpore au réseau, il a besoin d'un électron supplémentaire pour compléter ses liaisons, créant un trou ou une vacance où un électron pourrait résider. Cette couche est appelée silicium de type P, où le P signifie positif, en raison de la rareté des électrons ou de l'abondance de ces trous qui peuvent accepter des électrons. Maintenant, voici la partie fascinante. Lorsque nous unissons ces 2 couches, la couche de type N et la couche de type P, il se forme ce que l'on appelle une jonction PN. À cette interface, les électrons libres de la couche N ont tendance à se diffuser vers les trous de la couche P, et inversement, les trous de la couche P se déplacent vers la couche N. Ce mouvement initial crée une région de déplétion juste à la jonction, où les porteurs de charges libres se font rares. Le plus important de cette jonction est qu'un champ électrique interne s'y établit, une barrière invisible mais puissante. Pensez-y comme une pente ou une rampe. Les électrons ne peuvent se déplacer que dans une direction, de la couche P à la N, mais pas facilement dans le sens inverse. C'est la force motrice qui organisera le flux d'électrons lorsque la lumière frappera. C'est ici que la lumière entre en jeu, non seulement comme éclairage, mais comme source d'énergie. Un rayon de lumière solaire n'est pas une onde continue, mais composé de petits paquets d'énergie appelés photons. Lorsqu'un photon avec suffisamment d'énergie frappe un atome de silicium dans la jonction PN, il peut transférer cette énergie à l'un des électrons fortement liés.
Si l'énergie du photon est la bonne, il est capable de chasser cet électron de son orbite, le libérant et créant, en même temps, un trou là où il se trouvait auparavant. Cette paire électron-trou est maintenant libre de se déplacer. Mais qu'est-ce qui empêche ces électrons de simplement errer au hasard ou de retourner à leur lieu d'origine? Précisément, le champ électrique interne de la jonction Pn. Ce champ agit comme un séparateur de charge, poussant les électrons libérés vers la couche N et les trous vers la couche P. Cela crée un déséquilibre de charge. La couche N accumule des électrons négatifs et la couche P accumule des trous positifs. En connectant un circuit externe aux couches, via des contacts métalliques stratégiquement placés à la surface de la cellule, cette différence de potentiel, cette accumulation de charges séparées, recherche un équilibre. Les électrons accumulés dans la couche N n'ont d'autre choix que de voyager à travers le circuit externe pour atteindre la couche P et se recombiner avec les trous. Ce flux constant d'électrons à travers le circuit externe est ce que nous appelons le courant électrique. C'est ainsi que la lumière est convertie en électricité. Une cellule solaire individuelle est relativement petite, généralement d'environ 15 cm sur 15 cm, et produit une quantité de tension limitée, typiquement d'environ 0,5 volts à 0,7 volts, et un courant qui dépend de sa taille et de l'intensité de la lumière. Pour générer la puissance nécessaire pour alimenter un foyer ou une industrie, beaucoup de ces cellules sont connectées en série à l'intérieur d'un cadre, formant un module ou un panneau solaire. Connecter des cellules en série additionne leur tension, tandis que les connecter en parallèle additionnerait leur courant. Un panneau typique de 6 cellules sur 10 cellules, c'est-à-dire 60 cellules, peut produire environ 40 volts dans des conditions idéales et un courant de plusieurs ampères, ce qui se traduit par une puissance de 300 à 450 watts. Les panneaux sont encapsulés avec une couche de verre tempé sur la face avant pour protéger les délicates cellules des éléments, une couche de matériaux polymères comme l'éthylène acétate de vinyle pour les sceller et une feuille arrière résistante pour les isoler et leur donner de la stabilité. De plus, de nombreux panneaux intègrent une couche anti-reflet sur le verre pour maximiser l'absorption de la lumière, permettant qu'un maximum de photons atteignent les cellules de silicium. Au-delà du panneau lui-même, l'énergie générée est du courant continu, ou courant direct, abrégé CC. Cependant, la plupart des appareils électroménagers et le réseau électrique fonctionnent avec du courant alternatif, abrégé CA. C'est là qu'intervient l'onduleur, un dispositif crucial qui prend ce courant continu et le convertit efficacement en courant alternatif. Les onduleurs modernes sont complexes, capables d'optimiser la sortie du panneau, de gérer la tension et la fréquence, et de communiquer avec le réseau électrique. Certains systèmes comprennent des batteries de stockage pour conserver l'excès d'énergie produite pendant la journée et l'utiliser la nuit ou les jours nuageux, comme c'est courant dans les systèmes isolés ou dans les régions avec des réseaux instables. L'impact de cette technologie est véritablement monumental et global. Des calculatrices de poche fonctionnant avec une petite cellule solaire aux vastes centrales solaires comme la centrale d'Ivanpah dans le désert de Mojave en Californie qui génère de l'énergie pour plus de 100 000 foyers en utilisant des centaines de milliers de miroirs qui concentrent la lumière du soleil. Au Chili, le désert d'Atacama abrite certaines des centrales solaires les plus efficaces au monde, profitant d'un des rayonnements solaires les plus intenses de la planète. En Australie, les toits solaires sont si courants que certaines villes sont presque autosuffisantes en énergie pendant la journée. La Station spatiale internationale et la plupart des satellites en orbite dépendent exclusivement de panneaux solaires pour leur approvisionnement en énergie, un témoignage de leur fiabilité dans les environnements les plus extrêmes. De plus, la solarisation a permis d'apporter l'électricité à des communautés éloignées en Afrique et en Asie où le raccordement électrique traditionnel est irréalisable, améliorant la qualité de vie et favorisant le développement. L'efficacité des panneaux solaires, qui est la quantité d'énergie lumineuse qu'ils peuvent convertir en énergie électrique, a considérablement progressé. Au début des années 2000, l'efficacité typique d'un panneau commercial était d'environ 15%. Aujourd'hui, les panneaux standards dépassent 20% et en laboratoire, des efficacités supérieures à 47% ont été atteintes avec des technologies avancées comme les cellules multijonctions ou à perovskite. Les coûts de production ont également chuté de façon spectaculaire, faisant de l'énergie solaire la source d'électricité la moins chère dans de nombreuses parties du monde, même plus économique que le charbon ou le gaz naturel dans certaines régions.
Cela a propulsé une véritable révolution énergétique qui cherche à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et à atténuer le changement climatique. La science qui convertit la lumière en électricité, cette danse complexe de photons et d'électrons à l'intérieur de feuilles de silicium, n'est pas seulement une avancée technologique, c'est une promesse tangible d'un avenir plus propre, durable et énergétiquement indépendant. Du simple éclair d'une lampe de poche solaire aux vastes installations qui alimentent des villes entières, le panneau solaire est un rappel de la façon dont l'innovation humaine, basée sur une compréhension profonde des phénomènes naturels, peut transformer fondamentalement notre relation avec l'énergie qui nous entoure. Et si vous voulez continuer à explorer les merveilles de la science et de la technologie qui transforment notre monde, nous vous invitons à vous abonner à Explorando. Aimez cette vidéo si vous avez trouvé cette déconstruction aussi étonnante que nous, laissez un commentaire avec vos questions ou vos idées sur l'énergie solaire et partagez avec ceux qui, selon vous, ont besoin de voir l'avenir de l'énergie en action.